Les sacs et les valises volaient dans tous les sens. Les gens se les prenaient dans la tête, sur les genoux, et il y en avait partout dans l'allée centrale. J'avais l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. J'ai regardé par le hublot et je voyais des éclairs et des étincelles. On aurait dit que l'avion allait exploser. Avec ma mère, on s'est regardé dans les yeux sans dire un mot. Je lui ai pris la main. Puis tous les bruits autour de moi ont disparu. La seule chose que j'arrivais à faire était de fixer ma mère du regard. Et je voyais son inquiétude sur son visage. On allait s'écraser. L'avion plongeait droit vers le sol et était en train de se désintégrer. L'aile droite venait de s'arracher. J'avais beau tenir ma mère comme je pouvais. Ça n'a pas suffi. Les passagers de notre rangée se sont fait aspirer dans le vide, et ma mère avec. Par chance, pour moi, la ceinture de mon siège a tenu le coup. Les appels au secours avaient disparu et le bruit de moteur s'était arrêté. Dans la chute, les gouttes d'eau formées par les nuages me fouettaient le visage. Nous étions au-dessus d'une forêt qui, à 3000 mètres d'altitude, ressemblait plutôt à un champ de brocolis. On tombait, puis plus rien. Ça y est, c'était la fin. Enfin, ça aurait dû l'être, mais finalement pas. Pendant les 24 heures qui ont suivi le crash, je passais simultanément de consciente à inconsciente. Quand j'arrivais à rouvrir les yeux, je ne voyais personne autour de moi et il n'y avait pas le moindre bruit. J'appelais à l'aide. J'appelais ma mère tellement fort que les animaux de la jungle qui m'entouraient se taisaient. Et puis mon corps a repris le dessus. C'est là que j'ai commencé à sentir mes blessures. C'était intenable. J'avais mal partout, aux bras, aux jambes, aux côtes. Je venais de tomber de l'équivalent de 3 fois et demi la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa. Et je m'en sortais miraculeusement bien avec seulement de grosses coupures aux jambes et aux bras, un œil si gonflé que je ne pouvais plus regarder avec, et une clavicule cassée. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer comment j'ai pu survivre à un tel crash. J'étais vraiment secouée. Un mélange d'émotions fortes m'est monté à la gorge, puis j'ai craqué et me suis effondrée en pleurs. En revanche, le hasard a fait que toute ma vie, sans le vouloir, j'étais préparée à vivre une telle situation. Mes 2 parents étaient zoologistes de métier et j'ai passé une bonne partie de mon temps avec eux dans le centre de recherche basé à 700 km de Lima, au fin fond de la forêt amazonienne. J'avais les idées encore confuses, mais la mémoire me revenait petit à petit. Là-bas, avec mes parents, chaque jour était une aventure. Les histoires le soir avant de me coucher, des discussions à table, nos vacances, tout tournait autour de l'Amazonie et de la vie sauvage dans la jungle. Je savais donc comment m'en sortir. Mais avant, il fallait que je trouve ma mère. Je ne voyais plus que d'un œil, et de l'autre je voyais trouble. Je n'avais aussi plus que ma chaussure droite. J'utilisais ce pied pour tâter le terrain afin d'éviter de trébucher ou de marcher sur un serpent. Après une journée de marche lente et laborieuse, de mon seul œil, j'ai commencé à apercevoir ce qui pouvait ressembler à des gens. J'ai essayé d'accélérer le pas, soulagée à l'idée que je n'étais pas toute seule. Mais en me rapprochant, je pouvais voir que leurs jambes pointaient vers le ciel et qu'ils avaient la tête plantée dans le sol, encore attachés à leur siège. Je me suis figée, paralysée par ce que j'étais en train de voir. Je pouvais apercevoir le corps d'une femme et j'ai tout de suite pensé que c'était ma mère. Mais en allant voir de plus près, je pouvais distinguer du vernis à ongles sur ses pieds. Or, ma mère ne mettait jamais de vernis à ongles. J'étais tellement contente et soulagée, mais à la fois honteuse de ma réaction face à cette pauvre dame qui avait perdu la vie. Pendant les 4 jours qui ont suivi, je me suis traînée le long d'une rivière, épuisée par le manque de sommeil et les constantes piqûres d'insectes. J'ai trouvé un paquet de bonbons par terre qui a fait office de collation. J'étais affamée. Le pire dans tout ça, c'était d'entendre les hélicoptères de secours me tourner autour alors que je savais bien qu'ils ne pouvaient pas me voir sous toute cette végétation, me laissant avec de faux espoirs de me faire secourir. Je me sentais tellement seule. J'étais inquiète et mes blessures commençaient à se faire sentir.
Je n'avais plus le moral au point que je commençais à me dire qu'il aurait mieux valu que j'y passe dans le crash comme tout le monde. Mais j'ai continué. Je me suis laissée porter par la rivière dans l'espoir qu'on me retrouvera un jour, vivante ou pas. 10 jours ont passé et je n'avais rencontré personne. Rien. Rien jusqu'à que j'arrive devant quelque chose qui ressemblait à un bateau. Est-ce que j'avais des visions? Non, je pouvais bel et bien le toucher. C'était un vrai bateau. Avec le peu d'énergie qui me restait, j'ai cherché le propriétaire du bateau. Je n'ai trouvé personne, mais il y avait un passage qui m'amenait à une cahute en bambou. Je n'avais rien à manger, mais au moins j'avais maintenant un abri. Je m'y suis installée pour la nuit. Mais soudainement, dans l'obscurité, j'ai senti un truc qui me grimpait le long du bras. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais des larves qui sortaient de ma blessure et rampaient partout autour de mon bras. Une mouche avait réussi à pondre ses œufs dans ma plaie qui était maintenant infectée. Et les larves se nourrissaient de ma chair en décomposition. Dans la pénombre, j'ai aperçu un bidon d'essence qui servait certainement pour le bateau. Un jour, mon chien avait eu une infection du genre et mon père l'avait soigné avec du kérosène. Je m'inquiétais de perdre mon bras et bien que je ne savais pas si j'allais m'en sortir, j'ai versé l'équivalent d'une pièce d'1 euro d'essence sur ma plaie. Instantanément, les vers ont essayé de se creuser un abri dans ma coupure. La sensation était intenable. Je mordais mon t-shirt pour me retenir de réveiller la jungle entière. Certaines larves commençaient à tomber, mais d'autres continuaient de me creuser la chair. J'ai dû en retirer une trentaine avec les doigts. Il en restait encore dedans, mais au moins j'avais plus ou moins stérilisé la plaie. À ce moment-là, j'étais fière de moi et ça m'a fait du bien au moral. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des voix. Le soulagement était tel que j'aurais dit que c'était des anges qui venaient à mon secours. Quand ces gens sont arrivés jusqu'à moi, ils se sont tout de suite tus et ont commencé à observer mon état avec un air grave. Au début, ils pensaient que j'étais une divinité, sortie de la rivière, car ici une légende parle d'une déesse mi-femme, mi-dauphin, blonde et à la peau blanche. Je me suis présentée en espagnol et je leur ai tout raconté. Le crash, la rivière et comment j'en étais arrivée là. Ils avaient bien entendu parler de l'avion qui s'était écrasé. Ils m'ont ensuite donné à manger et m'ont soignée. Le lendemain, ils m'ont emmenée au village et j'ai été immédiatement évacuée vers l'hôpital local le plus proche où mon père m'y attendait déjà. À mon arrivée, on s'est pris dans nos bras, sans un seul mot, et on ne pouvait plus se lâcher. J'ai été diagnostiquée d'une rupture des ligaments croisés à un genou, une entorse cervicale, une fracture de la clavicule, un tibia fêlé et de nombreuses coupures profondes aux bras et aux jambes. Mon œil était simplement enflé, à cause des vaisseaux qui ont éclaté, à cause de la pression lors de la chute libre de l'avion, et j'ai fini par retrouver toute ma vue. Au total, j'aurais passé 11 jours à survivre dans la jungle. Des 91 personnes dans l'avion, je suis la seule survivante. Il a été confirmé par la suite que ma mère avait elle aussi survécu au crash, mais qu'à cause de ses blessures, elle ne pouvait pas bouger et s'est éteinte quelques jours plus tard. Je n'imagine pas ce qu'elle a vécu pendant ces derniers jours. Ce qui me brise le plus le cœur, c'est de savoir que elle et les 13 autres survivants du crash sont passés à l'au-delà en attendant les secours et qu'ils auraient pu vivre.